Et on n'est pas aidé par le dictionnaire non plus. Parce que, regardez ce qu'ils écrivent. Dans le dictionnaire Robert, au mot documentaire, une bonne marque. J'ai pas pris le dictionnaire, hein, j'ai pris un petit bouquin que j'ai écrit, vous avez repris pour rire. Mais en citant strictement et rigoureusement la définition du dictionnaire Robert. Documentaire, je cite. Film instructif, destiné à montrer des documents, des faits enregistrés et non élaborés pour l'occasion. Opposé à film de fiction, exemple, documentaire sur la pêche à la baleine. Je m'en parle. Voilà. Instructif, document, fait enregistré et non élaboré, c'est ça le pire, il n'y a pas d'écriture, naturellement. Il n'y a pas d'écriture. La sortie des usines lumières, c'est pas une écriture. L'arrivée du train, c'est pas une écriture. Et merde. Mais alors, on se dit, c'est pas grave. Ce sont des linguistes. Ils n'ont pas fait d'inceste ou d'euphémisme, ils n'ont pas système de conférence. Alors, on va aller prendre un dictionnaire, bonne marque aussi, dictionnaire de cinéma. On a été voir un dictionnaire pour acheter du cinéma que mon père avait offert à mon ex-femme pour qu'elle réussisse sur les examens d'entrée dans mon école de cinéma. Par chance, c'est pas tombé sur moi. Parce que, le mot documentaire, voilà ce qu'ils écrivent là, dans ce dictionnaire Hachette. Œuvre, progrès. Œuvre ayant essentiellement un but informatif et accordant au contenu de l'image plus d'importance qu'à l'originalité de la présentation. Exemple, documentaire sur la pêche à la baleine, et je ne mens pas. Ils se copient les uns les autres. C'est abominable. On n'est pas aidé. C'est la raison pour laquelle, tous les matins, mon voisin, on prend le café dehors ensemble, comme il n'ose pas me demander comment je vais, il a trop peur que je dise que ça va pas. Et forcément, tout le monde dans quelle envie comment vous voulez que ça aille. Alors il a trouvé l'apparat, comme quelqu'un gentil, il me demande si j'ai vu un bon film la veille. Il dit oui, j'ai vu un formidable documentaire sur la construction d'un barrage en Chine, ça dure 9 heures. Il me dit, ça ne rate pas, c'est tout le matin. Oui, mais je veux dire, tu as quand même fait un vrai film. Voilà, il faut faire avec tout ça. Et quand je dis qu'on n'est pas aidé, je me demande même si tout ça, cette ignorance, n'est pas organisée. Je ne sais pas, vous avez le FNAC, vous, ici, à Lyon? Faites l'effort de trouver un DVD de Jean Rouch à la FNAC. Moi, je peux vous raconter, c'est un DVD que j'ai édité moi-même, donc je sais que ça existe. C'est mon dirigé une collection qui s'appelle Le Geste documentaire. J'avais un peu de réserve à la maison dans Jean Rouch que je voulais offrir à mon meilleur ami pour son anniversaire, il vient de me taper la FNAC de Liège. Voilà, une ville normale, comme je vous ai dit, un magasin Ikea. Et donc j'arrive, c'est un calvaire. Déjà aller à la FNAC, c'est un calvaire en soi. Ah oui, parce que là, je sais pas comment je fais, j'ai une fois par an, quand j'ai pas le choix, je tombe toujours le jour de la sortie nationale du nouveau Noël le roi. Il passe en boucle. C'est insupportable. Alors on va droit au rayon cinéma, le plus vite possible, on regarde comment c'est classé, c'est par nom d'auteur, puis c'est pour film, et c'est de Funès. Et puis c'est Bijard. Donc on va forcément à la rouge. Donc fatalement, vous allez trouver le responsable du rayon vidéo, DVD, qui tire la tronche, mine patibulaire, toutes les conditions de travail à la FNAC, ça me paraît logique, et quand même. Alors vous dites, voilà, quand je suis en permanence, je cherche en rouge, c'est pareil. Il me toise. Et c'est chaque cas d'année la même chose, il me toise. Prends Pecno, comme si on avait demandé un steak frites chez un fleuriste. Et je me dis, mais monsieur, je vous l'ai déjà dit l'année passée, le documentaire, c'est par là. Pardon? Là, tout debout, là, regardez. Oh. Trois meubles. 3 espèces de vagues étagères en mauvais bois polonais de chez Ikea. Ça, c'est pour le documentaire. Je vous explique pourquoi d'ailleurs. C'est parce que le patron de chez Ikea, pour la Noël de ses employés méritants, il leur achète le nouveau Noël le roi à prix vert à la FNAC. Alors en échange, le patron de la FNAC, pour rien au documentaire, il va chercher ses meubles chez Ikea. Alors là, ça recommence. Comment c'est classé? C'est pas classé. Voilà. Alors, la seule solution, c'est de prendre votre doigt. Alors, pour faire ça, il y a un temps pour regarder. Et qu'est-ce qu'on découvre dans les rayons documentaires de la FNAC? Et à mon avis, ça doit être la même chose à Lyon. L'intégrale National Geographic. Ma mère vous recommande chaleureusement, paraît-il, le numéro sur le fenêtre dans le désert du Kalahari. C'est très beau. Une série sur les grandes batailles de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, la compilation des plus beaux buts de la Coupe du Monde de football, c'est une réédition, c'est présenté par Thierry Roland.
quelques DVD, conseils pratiques, jardinage, une série sur l'obstétrique et l'accouchement sans douleur. Je l'ai acheté parce que je crois que ma femme était enceinte. Et c'est également là qu'on trouve, je ne mens pas, en tout cas à Liège, la compile des meilleurs sketchs de Muriel Robin. C'est là. Ainsi que le dernier spectacle de Bigard, Je pète comme je pense, commenté par Jean Sarkozy, c'est là. Là qu'on trouve. Et évidemment pas de Jean Rouche. Voilà. Au mieux, un de pardon à Privert. Ça veut dire quoi? Mais c'est une spatialisation de votre ignorance. C'est une mise en scène de votre ignorance. C'est une manière de vous dire, monsieur, là, c'est le cinéma, et là, c'est le documentaire qui n'en est pas. Voilà. Il n'y a rien de hasard. Tout ça participe de l'image dominante. On ne peut pas réfléchir le monde sans réfléchir les images et leur mise en scène. Donc après ça, allez expliquer à votre voisin ce que c'est que le documentaire. C'est pas évident. Et même dans une école de cinéma, l'examen d'entrée, il y en a qui me disent, ah mais si on a vu un documentaire, seulement un, pour entrer à l'INSA, c'est une école de documentaristes par excellence, ils ont vu un documentaire, ils ont le de dire, et c'est un vrai film. Ben oui. C'est un peu lourd. Et les gens pensent que le documentaire, c'est quand c'est objectif, je vais y venir, c'est quand il n'y a pas d'acteur, c'est quand il n'y a pas de mise en scène, et gna. C'est quoi le documentaire? C'est très simple. Le matériau n'est pas le même que dans la fiction. Il est gratuit. Le matériau du documentaire, c'est le déjà là du monde. Et basta. Le déjà là du monde. Ce qui préexiste au film et qui lui survivra. C'était là avant. Vous faites avec. C'est la matière première du monde. C'est nous. C'est des corps, c'est des espaces. Et vous racontez l'histoire à partir de ce matériau-là, dont la particularité est qu'il peut vous échapper. Et c'est là que c'est beau. Parce que lui n'est pas prêt à être filmé. C'est le matériau du monde, il a sa propre logique. Et nous l'avons vu dès les premiers films Lumière. Les gens ont leur logique. Ils vaquent à leurs occupations. Et si vous voulez faire un film sur eux, vous les dérangez. Il va falloir faire avec, composer, film Lumière. Composer avec l'autre. Composer avec le monde, ça veut dire aussi l'amadouer. Faire connaissance, tranquillement, ça prend du temps. Faire alliance. Voilà, c'est un matériau qui peut être rétif à votre logique. Le matériau du monde n'est pas inscrit dans la même logique que le matériau du cinéma. Et voilà, c'est là que l'aventure commence. Il s'agit donc d'écrire avec les réalités du monde. C'est tout. C'est très différent du matériau fictionnel, où là, tout est déjà prêt à être filmé, ils sont là pour ça. Acteurs, décors, etc., etc. Voilà. C'est passionnant. Mais le projet est le même, c'est de raconter des histoires, et nos histoires. Mais avec cette utopie, ou cette finalité que j'ai ce documentaire, contenu dans le premier plan, écrire avec eux. Et peut-être faire en sorte de partager la mise en scène. De faire en sorte qu'ils en soient partie prenante, quitte, dans certains films, à leur confier. Et après, parce que là, ce matériau-là, ça décrit beaucoup de choses. Mais après, il y a plusieurs niveaux. Le niveau 0, c'est le niveau où on ne traite pas ce matériau. Du tout. Ça s'appelle la caméra de surveillance. La webcam. Ben oui, les flics font du cinéma documentaire. Quoique, il y a déjà de la mise en scène. Parce évidemment, ils ont mis leur caméra de surveillance plutôt devant une banque, plutôt que devant chez Hassan, un épicier du coin. C'est déjà une lecture du monde. Mais bon, on n'intervient pas sur le matériau, on observe. Le niveau 2 ou le niveau 1, ben, c'est le reportage. Et le reportage, c'est une manière de parler du monde, mais en expert. C'est la forme audiovisuelle par excellence. Quelle que soit la thématique ou le sujet, ce sera la même forme. Le même nombre de plans d'entretien, la même supposée non-intervention subjective du journaliste, et c'est un cinéma plutôt de journaliste que d'artiste. Et c'est supposé dire le vrai. Alors, tout le monde sait que l'objectivité n'existe pas. Et sûrement, encore moins quand on filme, que cadrer, c'est exclure, et que lorsqu'on filme, c'est toujours depuis une sensation, mais même si on essaie de s'en préserver, on filme toujours depuis au moins le point de vue du commanditaire. On ne me dit pas que le journal télévisé de TF1 est objectif, je ne peux pas croire. Et vous ne le croyez pas non plus. Voilà. Alors peut-être que si vous continuez à regarder, c'est parce que c'est du divertissement, pas d'actualité. Et puis à niveau 3, où commence à apparaître le coefficient cinématographique. C'est filmer cette réalité telle qu'elle vous arrive.
telle que vous la vivez, la ressentez. C'est la mettre en forme. C'est-à-dire que c'est passer du niveau de la réalité au niveau du réel. Et ce n'est pas la même chose. Alors, pardon pour ceux qui m'ont déjà dû le faire, mais je n'ai toujours pas trouvé plus court pour expliquer cette différence entre réalité et réel. Et voilà, ceci est une table ronde en bois. Ça appartient au matériel didactique de cet honorable établissement. C'est une réalité incontestable, je peux le prouver, je peux attester de son existence, c'est la réalité. Mais maintenant que vous êtes nombreux, les Français, je suis un peu stressé, fatigué, et donc en arrivant, je me pète la rotule sur cette putain de table à con. C'est une ville de merde. Je vais rentrer dans la maison en boitillant. Je vais expliquer que je me suis fait agresser par les Français. Pourquoi je dis ça? Pas une table de merde, c'est la même table que tout à l'heure. Et je dis ça parce qu'elle m'a touché. Je dis ça parce qu'elle m'a fait mal. Ça s'appelle le réel. Voilà. Et comme ça tout est dit. La réalité, c'est ce qui est. Le réel, c'est la réalité telle qu'elle me parvient. Telle qu'elle me touche. Telle qu'elle me transperce. Telle qu'elle se lie à moi. Et c'est toute la beauté. Le truc. Et c'est même tout le paradoxe. Parce que la réalité a beau être attestable, elle a beau exister, si elle n'existe pour personne, elle reste virtuelle. Pour que la réalité existe, il faut au moins qu'elle existe pour quelqu'un. Voilà. Ça s'appelle le réel. Autrement dit, le réel, c'est du récit. Le réel, c'est le récit de ma connexion avec la réalité. Le réel, c'est le récit de ma relation avec cette réalité. C'est ce qui me relie à elle. Oui, le réel est une vision. Retour au début. Vous voyez que, mine de rien, même si ça a l'air bordélique, c'est bien construit. Retour au point de départ, le réel est une affaire de vision. Voilà. Alors, si moi j'estime que mon récit de ma relation avec telle ou telle réalité n'est pas qu'anecdotique, c'est l'histoire de table, quoique maintenant on n'avait pas oublié cette table, si j'estime que ce récit-là peut-être peut avoir un peu d'importance, je ne sais pas, pour mes enfants, mes voisins, mes amis, mes étudiants, ma femme, vous, d'autres que moi, que je ne connais pas encore, alors il m'appartient de mettre ce récit en forme. Ça s'appelle de l'art. Réalité, réel, mise en forme, égale art. Et l'art, c'est l'information, par excellence. Car contrairement à ce que l'on raconte, l'information n'est pas le processus par lequel vous allez prendre connaissance d'un fait. L'information, c'est l'art par lequel le fait de prendre connaissance d'un fait va provoquer en vous un petit déplacement dans votre manière d'être dans le monde, d'éprouver le monde, de le sentir, de le vivre, d'être touché par lui, de vous en sentir peut-être davantage partie prenante, au point peut-être de vouloir agir dessus. Information vient du latin informare, qui étymologiquement et au sens strict signifie mettre en forme. Informer, mettre en forme. Excusez-moi, mais il n'y a pas de forme. Dans le journal télévisé, c'est le même et la même forme depuis 30 ans que l'on filme les vacances de Titane ou le génocide au Darfour. Même type de plan, et toujours c'est suivi par la météo et le résultat de Marseille PSG. Voilà. Je peux déjà vous annoncer le nom du vainqueur, c'est PSG. Voilà. Et oui, scénarisation, toujours la même. Il n'y a pas de forme. La forme nous informe, et nous, au cinéma, genre de cinéma, nous le savons. Nuit et brouillard. Voilà. Quelque chose qui ne me quittera jamais. J'avais 9 ans. En 69. Ça faisait partie des programmes des cours scolaires à l'école primaire. On a vu le film dans mon village. Une douzaine de gamins. Et on a compris tout. Alors qu'on n'a pas compris les détails, comme dit l'autre. Mais on a compris que quelque chose nous avait affecté définitivement l'espèce humaine et qu'on ne s'en remettrait jamais et qu'il ne me serait, moi, petit garçon, jamais possible de parler de cinéma sans penser à ça. Et l'autre institut, je lui rends hommage, magnifique petit monsieur. Après la vision du film, il nous a dit on va se promener.
Et nous sommes partis marcher pendant un quart d'heure jusqu'à la maison en haut du village, où nous attendait un couple de vieilles personnes qui nous avaient préparé des petits gâteaux. Et dont nous avons assez vite compris en les regardant que le tatouage qu'ils avaient sur le bras avait quelque chose à voir avec le film que nous venions de voir. Et je peux vous garantir qu'entre la vision du film et la marche au-dessus de la colline, ça durait un quart d'heure et qu'on n'a pas pété un mot. Voilà, c'est pas évident de faire traverser tout un village par 15 gamins, une marmaille de petits gamins de merde pendant 15 minutes, en silence. On n'a pas envie de parler. On est en train de réfléchir. Ça s'appelle faire des pots. Trouver les moyens que l'expérience puisse faire des pots. Ce qui n'est pas possible dans l'audiovisuel. Dès que vous avez une image, elle est remplacée par une autre qui lui succède. Là, la marche était le temps de la sédimentation. Et on avait compris l'essentiel par nous faire un dessin. C'était une forme. Et dans le film de René aussi, il y avait des formes. La plus modeste qui soit, mais celle qui nous a permis de comprendre. Souvenez-vous, le film est en noir et blanc, essentiellement. C'est un montage d'images d'archives. Il faut se méfier des archives. Elles ont souvent un pouvoir de séduction, de fascination, même si elles décrivent le pire. Alors, pour nous sortir de ce récit abominable, du fait d'être possiblement captivé par ces images, eh ben, Alain Resnais a fait des trous dans cette image, dans cette flûte d'images. Il a, à 17 reprises, si mes souvenirs sont bons, proposé un travelling, un simple travelling, ce qui est le plus facile à faire, un simple travelling, mais en couleur, sur le Auschwitz aujourd'hui. Un travelling où il n'y a rien à voir. En tout cas, si, il y a tout à voir, mais il n'y a rien à regarder. C'est juste un travelling, et vous le connaissez tous, voilà, sur des barbelés. Auschwitz, 10 ans plus tard, en 55, c'est quoi? Ça n'a l'air de rien, mais c'est le temps du dépôt. C'est le temps, c'est la place du spectateur. C'est le respect absolu du spectateur. C'est le temps qu'il nous fallait pour que ce qu'on vient de voir d'un peu trop spectaculaire peut-être, je puisse en faire quelque chose. C'est le temps du travail. C'est le temps d'être travaillé. C'est ça qui est important, c'est ça qui est beau, c'est ça le réel aussi pour un spectateur. C'est de recevoir la forme de ce qu'a travaillé le cinéaste. Être travaillé, c'est ça, travailler. Être travaillé par sa matière. Vous filmez quelqu'un, alors vous êtes travaillé par lui. C'est ça l'expérience documentaire. Et ne pas simplement le filmer parce que ça va rapporter au film. Le faire exister en tant qu'être humain qui vous travaille, en tant que parole qui vous travaille, en tant qu'événement qui vous travaille personnellement. Ça s'appelle une forme artistique. Et c'est ça la formation. Ce sont ces formes-là qui peuvent peut-être nous mettre, non pas en marche comme dit l'autre crétin, mais en voiture Simone. Je vais prendre un petit coup, je sens que je faut boire un coup. Et je regarde l'heure. Parce que je voudrais quand même vous montrer un extrait. Oui, c'est parfait. Je ne sais pas à qui je dois donner le DVD. Et la vie, et je t'arrête. Tu mets le début et je t'arrêterai quand il faut. Voilà, pour reprendre un petit peu, je suis désolé, mais 3 heures, c'est pas beaucoup. On fait ce qu'on peut. On va essayer de ramasser une partie de ce qui a été posé sur la table avec 6 minutes de film. C'est le début. Et la vie. Et la vie est un film de Denis Gerbrandt, G-H-2-E-R-B-R-B-R-A-N-T. C'est pas un belge malgré son nom. C'est un des grands documentaristes français, pionnier, parce que c'est une des premières personnes, depuis les années 80, à avoir décidé de filmer seul. Et d'arpenter le monde dans ses replis. Et ici, nous sommes en 1990. Et Gerbrandt va filmer ce qui le travaille personnellement dans une question cruciale. Qu'adviendra-t-il à la fin du XXe siècle, au début du XXIe, de toutes ces villes fondées au XIXe par l'industrie pour l'industrie, lorsque l'industrie boucan? C'est la question cruciale d'aujourd'hui. Le Front National ne n'est pas par hasard. Et vous le savez bien. Voilà, qu'adviendra-t-il de Casseville,
qui ont été fondées par des mines à ciel ouvert? Qu'adviendra-t-il de Mazamet, qui fut la capitale mondiale de la laine avec Verviers en Belgique? Qu'adviendra-t-il de Longwy? Qu'adviendra-t-il de ces villes? Ces villes que la Libération a eu la crapulerie de nommer un jour dans une série d'été les villes de rien. Le cinéma sait que le rien n'existe pas, que dès que quelqu'un vit quelque part, il y a un récit. Et donc la tâche du cinéma est d'aller arpenter ces lieux. Voilà ce que va faire Denis Carran dans ce film Et la vie, dont je propose le prologue. Parce que ce prologue, je vois à la fois comme essai manifeste sur la méthode du cinéaste, et peut-être comme manifeste de ce geste documentaire dans son plus simple appareil, parce que finalement je vous parle de ça, d'une mise au pied incroyable, seul, avec un outil, face au monde, comme les frères Lumière. Qu'est-ce que je peux raconter? Tout. Je peux tout raccorder. Je peux tout rebâtir. Je pense que ce que le marché, le capital, passe sa vie à détruire, le cinéma le reconstitue. Je pense que ce que le marché défait, le cinéma, le geste artistique, l'expérience artistique le raccorde, le suture. Je pense que ce que le capital amoche, le cinéma le pense, P-A-N-S-E, voilà, le répare. C'est la fonction. Je pense que ceux que le marché vide, à savoir nous tous, en nous rendant exemple, à ceux-là, le cinéma propose de se repeupler. Et nous en allons avoir une preuve magnifique. Donc, Et la vie, 1990. Tu veux rentrer peut-être? Je ne peux pas vous déranger. Hein? Je ne peux pas vous déranger. Pas sous le dérange pas, moi. Ça vous embête si je vous pose une ou deux questions? Vas-y. Je peux me tourner vers vous là? Voilà. Vous n'avez pas envie d'avoir une femme? Me marier? Ouais. Pour l'instant, c'est pas... Non. C'est pas ce que je pense en premier. Il y a autre chose avant. C'est quoi avant? Le boulot déjà. Ouais. Le boulot, m'éclater un peu, j'ai que 22 ans, j'ai eu le temps. Ouais, c'est sûr. Ouais. Quand je vois qu'à 19 ans, à 17 ans, à 18 ans, qu'ils sont déjà des gonzesses qui ont des gosses, et puis les mecs sont obligés de foutre la corde au cou de ça, Ouais. quand une connerie pareille, il faut s'arrêter avec eux. Puis si 7 ans après ça divorce, ça arrête de se marier, les gars là. Ouais. Mais ceux qui se marient ou qui font des gosses par profit, alors là, c'est pas la peine non plus. Vous avez des copines quand même alors? Ah ouais? Vous n'êtes pas misogyne? Oh non, loin de là. Ouais. Vous feriez quoi vous comme hiérarchie dans la vie? Alors le boulot, l'amour, comment vous metteriez tout ça? Dans l'ordre? Ouais. Boulot, ouais, en premier. S'il faut boulot, il faut bosser. Argent. Femme. Liberté. Paix. Il y en a des choses à mettre dans l'ordre. Qu'est-ce que ça représente alors? Pour moi, là-bas, c'est le gouvernement, les raisins, c'est vous, le peuple. Une presse. Bon, déjà, le début, le carton. Il y a un carton. Et ce carton, nous le lisons forcément, c'est à notre attention. C'est de l'écrit, mais nous le lisons et lui aussi. Le cinéaste, avec sa propre voix, le lit avec nous. Il y a déjà de l'être là ensemble, lui et nous, nous ne sommes pas vraiment séparés. On va lire ce texte ensemble et puis après, il va le prolonger, il y aura plus de texte, il continue. Et ce texte ne dit pas n'importe quoi, puisque il dit qu'il va faire le tour de France, mais le tour de notre langue. Voilà, d'emblée est posée la nécessité de toujours, en toutes choses, repartir du peu qui nous reste, à savoir la langue. Et ce Tour de France, nous apprenons assez vite que c'est un Tour de France pour 2 enfants. Je le dis à dessein. Souvenez-vous de ce livre pédagogique qui fut mon manuel scolaire, même en Belgique, dans les années 60, le fameux Tour de France de 2 enfants. Avec d'ailleurs un épisode qui se passait ici à Lyon, chez les frères Lumière. Et un Tour de France pour 2 enfants. À mon fils Romain, voilà un film qui est adressé à quelqu'un. Et je pense que lorsqu'on fait un film pour quelqu'un, il y a de fortes chances qu'il touche beaucoup d'autres quelqu'un, tandis que quand on fait un film d'emblée postulé pour tout le monde, il y a beaucoup de chances pour que ça touche personne. Gaston Lagaffe.
Je ne tire pas. C'était l'idole de mon enfance, Gaston Lagaffe. Oui, c'était pas Karl Marx, l'idole, ça c'est venu après. Non, c'est Gaston Lagaffe. Et, bref, à mon fils Romain, et à sa petite sœur qui n'est pas encore née, mais qui va bientôt naître, et oui, c'est l'histoire d'un homme qui n'a pas pu voir la grossesse de sa femme, il a passé son temps sur les routes, mais c'était pour le bien commun à mes 2 enfants. Ça commence bien. Pour la suite du monde. Premier plan. Tout ce qu'il ne faut pas faire dans une école de cinéma, sinon vous êtes viré. On vous dit, il faut situer le plan, dire, sinon on voit rien. Il y a une caméra, et c'est pas quoi filmer. L'information qu'on est, c'est qu'il fait un temps de merde, on est donc aux frontières de la Belgique. Et puis il filme n'importe quoi, on pourrait dire ça, il filme n'importe quoi. Enfin, il y a un petit vieux qui passe, il le filme, on sait même pas qui c'est, et puis il y a une voiture blanche qui passe en même temps, et par chance, là, il y a un petit miracle cinématographique, ils quittent le champ tous les deux en même temps. Belle affaire. Et à ce moment-là, ben, encore un coup de bol, il y a une autre voiture qui passe, elle est blanche elle aussi, et elle part dans l'autre sens, alors qu'il va la filmer, il va la suivre. Autrement dit, c'est donc l'histoire d'un cinéaste qui ne sait pas quoi filmer. Et là, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Question que l'on se pose. Oui, mais on n'est pas les seuls à se la poser. La question, qu'est-ce qu'il fout là? Il y en a un autre qui se la pose. Et nous le voyons, il s'appelle Jean-Luc. On ne sait pas encore qu'il s'appelle Jean-Luc. Et Denis Gamand ne sait pas encore qu'il s'appelle Jean-Luc. C'est très important que vous le perceviez. Ça veut dire que c'est une rencontre de hasard provoquée par une caméra, par quelqu'un qui filme. C'est pas prémédité, c'est pas un figurant, c'est pas un personnage prévu. Puisque Denis dit à la fin du film, à la fin de la séquence, je vais voir Cédric, mais c'est de la part de qui? Jean-Luc. Voilà. Denis ne connaît pas Jean-Luc. Denis a rencontré Jean-Luc parce que Jean-Luc s'est posé de drôles de questions. Comme nous. C'est qui ce type? Qu'est-ce qu'il fout là à filmer alors qu'il n'y a rien? Manifestement, ce n'est pas FR3, il n'y a pas le logo sur la caméra. C'est pas TF1 non plus, il n'est pas assez nombreux. C'est pas un flic, il est trop petit, c'est pas Danny Boone. Qui sait? Oh! On dirait quelqu'un qui essaye de filmer quelque chose et qui ne sait pas. Alors je vais l'aider. Filmer la petite dame là. Mais c'est un événement. Filmer la petite dame, et l'événement c'est que Denis va s'exécuter. D'habitude c'est l'inverse, c'est le cinéaste qui donne des ordres. Tu vas là-bas. Et là c'est le filmé qui dit au filmeur, si je peux vous aider à votre place, je filme ça. Ce filmé est déjà en train de prendre un petit peu la mise en scène à charge. Il l'endosse. Il va en être. Il va participer. Et Denis posera une petite question. Il sent que la mère se prend, et il va bien le faire, parce qu'il va vraiment bien filmer la petite dame. Jusqu'au bout du mouvement, car il n'a pas le choix. Parce que Jean-Luc est en train de surveiller les opérations. C'est comme ça. Hein? Jusqu'au bout, oui. Lui pose une question. C'est vous qui avez peint votre maison comme ça. C'est génial, ça. Un journaliste n'aurait jamais demandé ça. Ceux d'entre vous qui font du cinéma documentaire et qui essaient de partir un peu à la rencontre, ce sont des bonnes questions. Montrez à l'autre que vous désirez filmer, que vous vous intéressez à lui. C'est vous qui avez peint votre maison comme ça. Ou bien, vous remarquez un objet bizarre sur la poutre de fenêtre, dans les classes populaires, il y a souvent ça. On met des photos, des souvenirs. La lampe de mineur du grand-père, c'est dans mon début de conversation. Vous vous intéressez à lui, alors, il dit oui, Jean-Luc. On est en train d'allumer la mèche, là. Il n'y a plus qu'à souffler sur la braise. Et Denis se rapproche. Il ne zoome pas, jamais. Denis filme à l'œil, malheureusement pour lui, récemment, dans tous les sens du terme. Il a la caméra là, et il avance. Alors forcément, Jean-Luc, qui le regarde fixement, vous l'entrez peut-être. Ben oui. Ça va pas de soi, hein. Parce qu'il a une drôle de tête, ce Jean-Luc. Et il fixe la caméra droit dans les yeux. Il a une tête un peu patibulaire. Je suis pas sûr que je serai entré. Il y a un écart qui est franc, qui est clairement pensé, figuré. Le filmeur et le filmé ne sont pas les mêmes. Mais il faut peut-être construire une alliance. Il y a une distance qui s'est installée d'emblée, mais on va essayer de la réparer. Vous l'entrez peut-être. J'entre. Et là, c'est sublime ce qui se passe. Jean-Luc fait ça. Il sort du champ. Il lui prépare le terrain. Tchac. Bienvenue, je dis. L'entrée. Mais, attention à la marche. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais distinctement, attention à la marche. Et oui, parce que Denis filme comme ça. Un œil est fermé et l'autre a un temps. Il risque de se casser la figure. Attention à la marche. Je prends soin de vous. Moi, le filmé, je vais prendre soin de vous, monsieur le filmeur. Le cinéma documentaire en particulier, est un art de l'hospitalité.
Et cette politique est toujours celle de l'accueil. Accueillir l'autre et protéger le lointain de l'autre. Telle est la fonction du cinéma. Alors il entre. Eh bien, il est dans la merde. Qu'est-ce qu'il va dire? Il n'a rien prévu. Rien n'est préparé. On n'est pas dans le journalisme. Il n'a rien préparé. En plus, c'est un moment sublime quand même. Parce que Jean-Luc est en train d'écouter des conneries à la radio. Forcément. Et c'est RTL. Alors là, il y a un moment donné, il y a une espèce de musique grandiloquente. Et c'est pas à rajouter. C'est en direct. C'est du son direct. Et ça donne une espèce de solennité. Même un peu grotesque à l'instant. Il entre et la musique fait... Et c'est magnifique. Alors, une fois qu'il est entré, qu'est-ce qu'on fait? On va poser une question maintenant. Eh ben oui. Oh, un appartement de célibataire ici, hein? Ah oui. Donc, de nouveau, je fais attention, je regarde, je considère. Et Jean-Luc dit, ben oui, endurci. Alors Denis, il voit que la conversation peut s'enclencher, alors il va vers lui. Et lui, Jean-Luc, il dit, non, pas trop sur moi. Bon, pas trop sur moi, on n'entre pas comme ça chez les gens. Pas d'intrusion. C'est pas évident, on n'est pas chez TF1. Il faudra peut-être s'amadouer un peu, et là ça s'arrête, il y a une coupure. C'est le temps de la discussion, c'est le temps de faire connaissance, ça ne regarde pas. Et puis après le film continue. Et on est dans une autre pièce, parce que Jean-Luc a accepté l'échange, et alors il faut essayer de peut-être me mettre dans un endroit qui va peut-être un petit peu l'illuminer davantage, l'éclairer davantage. Il y a l'éclairage est faible, mais là il y a quand même également d'un repérer, il y avait une vitre, et derrière il y a un peu de lumière, on va mettre devant. On pose de nouveau des questions qui ne sont pas des questions de journalistes. Et on voit bien que ce qui intéresse Denis chez ce monsieur, c'est lui. Et c'est pas l'exemplaire, l'échantillon, c'est pas un pauvre typique, un ch'ti typique, un chômeur typique, non, c'est lui. Vous pensez quoi de la vie? Et toi, comment tu fais avec la vie? Et dans quel ordre tu mettrais les valeurs? Et quelle phrase sublime? On va tout jeter, on va bien voir comment ça retombe. C'est une belle phrase. Les gens, lorsqu'ils sont considérés, sont capables de parler, sont capables de se nommer, sont capables de nommer les choses et ce qui leur advient dans la vie avec leurs propres mots. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une écoute. Et c'est un des secrets aussi du geste documentaire. Pas de parole sans écoute. Pas de parole, surtout de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler et à qui généralement on dit de fermer sa gueule. Pas de parole possible si cette personne en question n'a pas la certitude qu'en face on désire l'écouter. Alors pour ça, il faut faire des plans de cinéma, et pas des plans de télé. Parce qu'à la télé, un plan de plus de 5 secondes, c'est perçu comme irregardable au spectateur, qui est évidemment un con, et donc, c'est ce côté fin, pense. Alors, on coupe. Mais si Guerbrand avait dit à ce monsieur, bon, mais merci, maintenant on va continuer la discussion, mais on va changer de place pour divertir le spectateur, il aurait dit quoi, fondamentalement? Il aurait dit, mon film, la facture de mon film est plus importante que ta parole, alors tu te mets là-bas. Le fait de garder le même plan fixe et un plan qui dure est une manière cinématographique de dire à l'autre, je désire ta parole et je ne bouge plus. Ta parole est plus importante que la supposée beauté de mon plan. Voilà. Construire, lorsque l'on filme quelqu'un qui va parler, un plan de cinéma comme une alcôve, comme un habitat, ou accueillir la parole de l'autre. Ça s'appelle relation documentaire, geste documentaire, ça s'appelle hospitalité, ça s'appelle je t'aime. J'ai besoin de toi. Faisons alliance et on va aller très loin. Parce que le Guerbrand a remarqué qu'il y avait un drôle de tableau, une drôle de fresque dans la pièce en question. Une main écrabouillant des raisins. Alors forcément, il demande ce que c'est. Et c'est Jean-Luc qui tient pas à ça. Et ça c'est sublime. Parce que dans le même plan, Jean-Luc va dire, ça, c'est nous le peuple. Oh, c'est nous le peuple. Et Guerbrand, dans le même temps, c'est pas dans l'après-coup d'une réflexion, parce que c'est le même plan. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de montage. Là, c'est le même plan. Ça veut dire que Denis avait suffisamment de capacité d'écoute pour entendre cette phrase, c'est nous le peuple, et lui dire et réagir d'emblée, oh, on est dans un sale état. J'en suis. Je suis des vôtres. J'en suis de ce peuple. J'en suis partie prenante. On est ensemble dans un sale état. C'est pas seulement toi, moi aussi. Et lorsqu'un cinéaste vous dit nous, lorsqu'un cinéaste vous dit on, vous êtes compris dans le prix. C'est vous aussi qui l'inclut.
Parce que derrière le regard du cinéaste, il y a vous. Derrière la caméra, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la promesse d'un monde à venir, nous, les spectateurs. Donc, dans la même phrase, dans le même moment, en 2 secondes, on est englobé, il n'y a plus que du nous. Au début du film, tout est séparé. Le filmeur n'est pas le filmé, il y a un écart entre les deux. 4 minutes de film plus tard, il n'y a plus que du nous partout. De l'être là ensemble, de l'en commun. C'est inacceptable pour le marché. Le cinéma a tout préparé. Et Denis va faire un cadeau, Jean-Luc va faire un cadeau magnifique. Va voir, allez voir, mon cousin Cédric. Le film va pouvoir se poursuivre. À suivre! Parce que l'histoire du peuple est toujours sans fin, et la nôtre aussi. Parce que l'histoire du cinéma est toujours sans fin, l'histoire d'un film est toujours sans fin. Le mot fin, c'est pour le marché. Après, on peut vendre l'objet en DVD. Nous, c'est à suivre. L'expérience artistique est toujours à suivre. C'est ce qui se passe là. Jean-Luc va confier Denis à son cousin Cédric, qui, à son tour, après une autre scène magnifique, qui commence bien. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Ben oui, forcément. Oui, c'est une définition, ça. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. On va le faire. On va voir. On va voir. Faire pour voir. Créer du lien. Jean Guerbrand va être confié à Cédric. Cédric va parler à Guerbrand, un copain à lui, à Marseille. Et c'est la 3e séquence. On est passé du nord au sud. 3e personnage, 3e histoire similaire. Et Denis Guerbrand va être baladé, si je puis dire, confié, le mot est plus beau, confié, comme on passe un témoin. Comme on se passe le relais dans une course d'athlétisme, on se passe le relais, on se passe le témoin. Il va faire le tour de France, de l'un à l'autre, raccordant les bouts des uns aux bribes des autres, reconstituant par la symbolique du film tout ce qui fut déchiré par le marché. Certes, chacun va rester ce qu'il est, isolé, peut-être dans son coin, mais nous, en tant qu'activité de spectateur, et lui, en tant qu'activité de filmeur, aura tout raccordé, tout recollé. Et subitement, à la fin du film, apparaît la promesse du premier plan de l'histoire du cinéma. Un peuple vient à notre rencontre. Il n'y a plus que du commun. Voilà. C'est ça, ce que je pense du cinéma, et que le temps passe. Et il est passé, je termine. Je propose d'en terminer là. Voilà. Et puis comme ça, on prend un coup et on en parle tranquillement. Ça va?